Ma sœur m'a coûté mon travail, mon mariage et la garde de mes enfants l'appellent même « maman ». La famille a appelé ça « le destin ». Des mois plus tard, l'avocat de mon oncle décédé m'a téléphoné, vous avez hérité de 80 millions de dollars. Je m'appelle Samantha, j'ai 32 ans, et je viens d'entrer dans ma propre maison pour trouver mon mari, David, enlacé dans les draps avec ma sœur, Rebecca. Les expressions choquées sur leur visage auraient été comiques si mon cœur n'était pas en train d'imploser dans ma poitrine. David s'est précipité pour prendre un oreiller pour se couvrir tandis que Rebecca est restée allongée là, défiante comme toujours. Vous savez ce qu'on dit des suppositions qui vous font passer pour un imbécile. Eh bien, j'ai supposé que ma sœur était juste d'un grand soutien ces derniers temps, passant plus souvent pour aider avec les enfants. Soutien, n'est-ce pas? Parce que rien ne dit mieux la loyauté familiale que de réchauffer le lit de mon mari pendant que je suis au travail. Sam, je peux l'expliquer, a commencé David. Mais j'ai levé la main. Ne fais pas ça. Ma voix est sortie plus stable que je ne le sentais. Juste, ne fais pas ça. Rebecca s'est finalement assise, tirant la couette autour d'elle. Sammy, ce n'est pas comme ça qu'on voulait que tu le découvres. Ils en avaient discuté. L'avaient même planifié. La trahison a été encore plus profonde avec ce seul mot. Depuis combien de temps, ai-je demandé, surprise de mon propre sang-froid. Ils ont échangé un regard, et je jure que j'ai pu entendre la conversation mentale. David s'est éclairci la gorge. 6 mois. 6 mois. Pendant que j'organisais la fête du 7e anniversaire de Tommy et que j'aidais Emma avec ses devoirs de maternelle. Pendant que je travaillais 60 heures par semaine en tant que directrice marketing chez Henderson & Associates, essayant d'obtenir la promotion qui nous permettrait enfin d'acheter la maison à Riverside que David disait toujours que nous ne pouvions pas nous permettre. Les enfants sont chez maman, ai-je dit doucement. Vous avez 30 minutes pour vous habiller et trouver ce que vous allez leur dire. David s'est levé, attrapant ses vêtements. Sam, nous devons en parler comme des adultes. J'ai ri, et le son m'a surprise moi-même. Sec, amer. Des adultes? Tu veux dire comme les adultes communiquent honnêtement avec leurs conjoints au lieu d'avoir des relations secrètes avec leur belle-sœur? Rebecca a levé les yeux au ciel. Tu es dramatique. Je suis dramatique? Je me suis tourné pour lui faire face. Becca, tu es nue dans mon lit, dans les draps que j'ai lavés hier avec la lessive à la lavande. Tu sais, celle que je commande spécialement parce qu'elle m'aide à mieux dormir. Et croyez-moi, l'ironie de mes draps favorisant le sommeil utilisé pour cette activité particulière ne m'a pas échappé. Pour la première fois, elle a eu l'air mal à l'aise. Je me suis dirigé vers ma commode et j'ai commencé à sortir des vêtements. S'ils pensaient que j'allais m'effondrer et leur donner la satisfaction de me voir sombrer, ils se trompaient. J'avais appris très tôt dans la vie que la famille Matthews ne tolérait pas la faiblesse. Et en ce moment, j'allais utiliser chaque once de force que mon éducation dysfonctionnelle m'avait enseignée. Où vas-tu? A demandé David. Chercher mes enfants. J'ai fait une pause à la porte de la chambre. Trouvez votre histoire, parce que Tommy va demander pourquoi papa et tante Becca faisaient une soirée pyjama sans vêtements. En descendant le couloir de la maison que nous avions achetée ensemble il y a 3 ans, passant devant les photos de famille qui semblaient soudainement être des mensonges, j'ai réalisé quelque chose qui m'aurait choqué 1 heure plus tôt. Je n'étais même pas surprise que cela se produise. Parce qu'au fond de moi, j'avais toujours su que Rebecca prenait tout ce qu'elle voulait. Et apparemment, ce qu'elle voulait, c'était ma vie. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents m'a donné exactement 12 minutes pour comprendre comment me ressaisir. 12 minutes pour pratiquer le faux sourire que j'avais perfectionné au fil des ans lors des rassemblements familiaux où Rebecca était toujours l'enfant en or et où j'essayais toujours de prouver ma valeur. Maman a ouvert la porte avec de la farine sur son tablier et cette sorte particulière de gaieté forcée qu'elle réservait aux situations inconfortables. Derrière elle, je pouvais entendre Tommy et Emma se disputer à propos d'un jeu vidéo. Samantha, tu es en avance. Je pensais que David venait les chercher à 18 h. Changement de plan. Je suis entré, respirant l'odeur familière de son rôti du dimanche. Où est papa? Au garage. Il travaille encore sur cette vieille moto. Elle a étudié mon visage avec la précision d'une mère qui avait passé 32 ans à lire mes expressions. Tout va bien, ma chérie? Avant que je puisse répondre, Emma a dévalé le coin, ses cheveux noirs en bataille après avoir joué. Mamie nous a laissé faire des biscuits, et Tommy en a mangé 3 avant le dîner.
C'est pas vrai. La voix de Tommy a résonné depuis le salon. Si, c'est vrai. Dis-lui, mamie. Je me suis agenouillé à la hauteur d'Emma, la serrant dans un câlin qui a duré plus longtemps que nécessaire. Elle sentait l'extrait de vanille et l'innocence de l'enfance. Et j'ai voulu mettre ce moment en bouteille avant que tout ne change. Et si on rentrait à la maison et qu'on faisait nos propres biscuits, ai-je suggéré. Mais ceux de mamie sont meilleurs, a dit Emma avec la franchise brutale d'une enfant de 5 ans. Emma, a réprimandé doucement maman. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas grave, ai-je dit en me relevant. Elle a raison. Mamie est meilleure dans beaucoup de choses, y compris élever des filles qui volent les maris de leurs sœurs, apparemment. Les mots sont sortis plus amers que je ne l'avais prévu, et les sourcils de maman se sont légèrement haussés. Tommy, viens dire au revoir à mamie, ai-je appelé. Il est apparu dans l'embrasure de la porte, la manette toujours à la main. 5 minutes de plus. Maintenant, mon grand. Quelque chose dans mon ton a dû l'alerter car il n'a pas discuté davantage. Il a serré maman dans ses bras et s'est dirigé vers la voiture. Sam, a dit maman doucement, me suivant jusqu'à la porte. Es-tu sûr que tout va bien? Je l'ai regardé. Cette femme qui avait élevé 2 filles si différemment. Rebecca, l'esprit libre qui ne pouvait rien faire de mal. Samantha, la responsable qui nettoyait toujours les dégâts. Demande-moi encore demain, ai-je dit. Le trajet de retour a été rempli des bavardages d'Emma sur les jeux vidéo qu'elle avait gagnés et de l'explication détaillée de Tommy sur la supériorité scientifique des biscuits aux pépites de chocolat par rapport à ceux à l'avoine. Des trucs normaux d'enfants, le genre de conversation qui pourrait bientôt être partagée entre 2 maisons. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, le camion de David était parti. La Honda rouge de Rebecca aussi. À l'intérieur, j'ai trouvé une note sur le comptoir de la cuisine. Parti réfléchir. On parlera demain. Parti réfléchir. Comme si c'était un problème philosophique complexe au lieu d'un simple cas de garder son pantalon en présence des membres de la famille de sa femme. J'ai froissé la note et j'ai commencé à préparer le dîner, laissant la présence de Tommy et Emma m'ancrer dans la routine de couper des légumes et de mettre la table. C'est ça qui comptait. Pas la crise de la quarantaine de David ou la dernière tentative de Rebecca de prendre quelque chose qui n'était pas à elle. Maman, tu coupes les carottes vraiment petites, a observé Emma. J'ai baissé les yeux. Elle avait raison. Je les avais méthodiquement coupées en morceaux microscopiques. Parfois, quand les gens réfléchissent beaucoup à quelque chose, ils font des choses sans s'en rendre compte, ai-je expliqué. À quoi penses-tu? J'ai croisé son regard curieux. Ses grands yeux bruns qui ressemblaient tellement aux miens. Des changements, ai-je dit honnêtement. Parfois, les choses dans les familles changent et nous devons trouver comment gérer ça. Tommy a levé les yeux de ses devoirs. Quel genre de changement? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Un texto de Rebecca. Il faut qu'on parle. Ça concerne toute la famille. Toute la famille. Comme si elle avait pensé à la loyauté familiale quand elle redécorait ma chambre avec mon mari pendant que je payais l'hypothèque. J'ai montré à Tommy comment vérifier ses devoirs de mathématiques et j'ai aidé Emma à choisir ses vêtements pour l'école demain. Des routines normales du dimanche soir qui semblaient surréalistes compte tenu des circonstances. Après les avoir couchés, je me suis assise dans mon salon, regardant la vie que David et moi avions construite ensemble. Le canapé sectionnel pour lequel nous nous étions disputés pendant 3 mois avant de l'acheter. La table basse avec des taches de verre de nombreuses soirées cinéma. Les photos de famille où tout le monde avait l'air heureux. Mon téléphone a sonné. Le nom de Rebecca s'est affiché à l'écran. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, a-t-elle commencé. J'ai besoin que tu saches que ce n'était pas prévu. C'est juste arrivé. Pendant 6 mois. C'est juste arrivé. Sam, tu sais, David n'a pas été heureux. Tu travailles tout le temps. Tu es constamment stressé. Vous vous parlez à peine. Je me suis levé, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre. Alors, tu as décidé de réparer mon mariage en couchant avec mon mari. J'ai décidé d'être là pour quelqu'un qui avait besoin de soutien. David a eu des difficultés, et tu étais trop occupé par ta carrière pour le remarquer. La manipulation était si fluide, si parfaitement Rebecca que je l'ai presque admirée. Elle avait réussi à se faire passer pour la victime.
Mouvement classique de la femme qui a un jour convaincu nos parents que j'avais cassé son vase préféré alors que nous savions toutes les deux qu'elle me l'avait jeté. Tu as raison, ai-je dit doucement. Quoi? Tu as absolument raison. J'ai trop travaillé. J'ai été stressé. Je n'ai pas été l'épouse parfaite. J'ai fait une pause, la laissant penser qu'elle gagnait. Mais voilà, Becca. Quand mon mariage était en difficulté, la solution n'était pas d'inviter ma sœur dans mon lit. C'était d'avoir une conversation d'adulte avec mon mari pour régler nos problèmes ensemble. Samedi, je demande le divorce demain. Tu ne le penses pas? J'ai regardé le quartier où j'avais imaginé vieillir avec David, regarder nos enfants obtenir leur diplôme, se marier et avoir leurs propres enfants. En fait, ai-je dit, je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie. Parce que parfois, les ordures se sortent toutes seules. Il faut juste être assez intelligent pour les laisser partir. Le lundi matin est arrivé comme une gifle. J'avais réussi à dormir peut-être 3 heures, passé principalement à regarder le plafond et à écouter l'absence de David dans la maison qui craquait. Préparer les enfants pour l'école, c'était comme avancer dans des sables mouvants. Chaque routine normale, de l'insistance d'Emma à porter ses chaussettes porte-bonheur à la panique de dernière minute de Tommy à propos d'un rapport de lecture oublié, me rappelait que leur monde entier était sur le point de changer et qu'ils ne le savaient même pas encore. « Papa vient à mon match de foot samedi ?» a demandé Emma, la bouche pleine de céréales. « On verra, ma chérie. » Il a promis d'apporter les quartiers d'orange cette fois au lieu d'oublier comme la semaine dernière. J'ai noté mentalement de mettre des oranges sur ma liste de courses, au cas où le nouveau statut relationnel de David affecterait sa mémoire sur ses responsabilités parentales. Car apparemment, se souvenir des quartiers d'orange était plus difficile que de se souvenir des vœux de mariage. Après les avoir déposés à l'école primaire de Riverside, j'ai conduit jusqu'à Henderson & Associates avec ma lettre de démission dans ma mallette et les papiers du divorce dans mon sac à main. J'avais passé la nuit jusqu'à 2 heures du matin à chercher des avocats spécialisés en droit de la famille et à imprimer des formulaires sur des sites juridiques. L'ironie ne m'échappait pas que David et moi travaillions pour la même agence de marketing. Il était le directeur de la création. J'étais la directrice du marketing. Nous nous étions rencontrés dans cet immeuble il y a 8 ans, quand j'étais une jeune chargée de compte et lui le charmant designer senior qui apportait toujours du bon café aux réunions du lundi matin. Maintenant, j'étais sur le point de faire exploser nos 2 carrières en même temps que notre mariage. Samantha. Mon assistante Kelly avait l'air inquiète. Tu es 30 minutes en avance. Ça va? Juste pressé de commencer, ai-je menti en me dirigeant vers mon bureau. Je m'étais à peine assise que David a frappé à l'encadrement de ma porte. Il avait l'air terrible, épuisé et froissé, comme s'il avait dormi dans son camion. Probablement. Il faut qu'on parle. Pas ici. Je n'ai pas levé les yeux de mon écran d'ordinateur. Pas au travail, samedi. S'il te plaît. Juste 5 minutes. 5 minutes pour dire quoi? Que tu es désolé, que c'était une erreur, que Rebecca t'a séduit contre ta volonté? J'ai enfin levé les yeux. Parce que nous savons tous les deux que ce n'est pas ce qui s'est passé. Il est entré et a fermé la porte. 5 minutes pour parler de ce qui se passera ensuite pour Tommy et Emma. Cela a attiré mon attention. Tu aurais dû penser à Tommy et Emma avant de décider d'avoir une liaison avec leur tante. Ça ne doit pas détruire notre famille. Les gens surmontent ces choses. J'ai ri, et plusieurs personnes dans le couloir se sont tournées pour regarder à travers les parois vitrées de mon bureau. Génial. D'ici le déjeuner, tout le bureau spéculerait sur le mariage de David et Samantha. Pas que ça importe encore. Surmonter ces choses? David, tu n'as pas eu une aventure d'un soir avec une femme au hasard. Tu as eu une relation de 6 mois avec ma sœur. Tu l'as amenée dans notre lit, dans notre maison, autour de nos enfants. Tu veux surmonter ça? Son silence était une réponse suffisante. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Je demande le divorce aujourd'hui. Je prends les enfants. Tu vas trouver un autre endroit où vivre. Et si tu penses que Rebecca va jouer la belle-mère heureuse pour Tommy et Emma, tu es délirant. Tu ne peux pas juste prendre les enfants. Regarde-moi faire. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. Rebecca m'a raconté ce qui s'est passé. Nous devons parler. Réunion de famille ce soir à 19 h. Bien sûr, Rebecca les avait contactés en premier,
probablement avec une histoire larmoyante sur le fait que l'amour ne pouvait être nié et que David et moi n'avions jamais été vraiment heureux de toute façon. Parce que c'est ce qu'on fait quand on vole le mari de sa sœur. On commence immédiatement la campagne de contrôle des dégâts. Ta sœur a appelé mes parents aussi, a dit David, lisant par-dessus mon épaule. Elle essaie de réunir tout le monde pour discuter de cela rationnellement. Rationnellement ? Je me suis retourné vers mon ordinateur et j'ai ouvert la lettre de démission que j'avais tapée à 3 heures du matin. Rien dans cette situation n'est rationnel, David. Mais tu as raison sur un point. Nous devons discuter de ce qui se passera ensuite. J'ai appuyé sur « Imprimer » et je me suis levé pour récupérer la lettre de l'imprimante partagée. La moitié du bureau m'a regardé marcher dans le couloir, et je pouvais presque entendre les rumeurs tourner. Quand je suis revenu, David était toujours debout dans mon bureau, l'air perdu. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé en désignant le papier dans ma main. « Ma démission. » Son visage est devenu pâle. « Sam, tu ne peux pas démissionner. Nous travaillons tous les deux ici. Les enfants ont besoin de la stabilité, de l'assurance. Les enfants ont besoin de beaucoup de choses. La stabilité en faisait partie. Mais c'est fini maintenant, n'est-ce pas ? Je me suis rassise et j'ai relu la lettre une dernière fois. Professionnelle, brève, effective, immédiatement. Tout comme la fin de mon mariage. Si tu démissionnes, comment vas-tu subvenir à tes besoins ? Les soutenir ? Je l'ai regardé de l'autre côté du bureau où nous avions parfois déjeuné ensemble, où il m'avait aidé à répéter des présentations pour des réunions clients, où le mois dernier encore, il m'avait apporté de la soupe quand j'étais malade. Ce n'est plus ton problème. Avez-vous déjà vécu une trahison si profonde qu'elle a changé toute votre perspective sur la loyauté familiale ? Laissez vos pensées dans les commentaires, car cette réunion de famille était sur le point de révéler à quel point j'étais vraiment seul. La réunion de famille s'est tenue chez mes parents, dans le même salon où nous avions ouvert des cadeaux de Noël, célébré des anniversaires et fait semblant d'être une famille fonctionnelle pendant 32 ans. Je suis arrivé à 19h précise pour trouver tout le monde déjà là. David était assis sur le canapé à côté de Rebecca, sa main posée sur son bras dans un geste qui se voulait probablement de soutien, mais qui paraissait possessif. Mes parents occupaient leurs fauteuils habituels. Papa, l'air mal à l'aise. Maman, arborant son expression, nous devons régler ça. Sam, ma chérie, assieds-toi, a dit maman en tapotant la place vide sur le causeuse. Je suis resté debout. Le fait de m'asseoir me donnait l'impression de céder un terrain que je ne pouvais pas me permettre de perdre. De plus, j'avais une meilleure vue de tout ce cirque d'ici. Rebecca nous a raconté ce qui s'est passé, a dit papa en se raclant la gorge. C'est une situation difficile pour tout le monde. Difficile, ai-je répété le mot comme si je testais son poids. C'est une façon intéressante de décrire l'adultère. Sam, a dit maman sèchement, langage. Je suis désolé. Quel est le terme familial préféré pour coucher avec le mari de sa sœur ? J'ai regardé autour de la pièce. Activités extrascolaires, amitié spéciale, lien sororal avancé. Rebecca s'est agitée mal à l'aise. Sam, tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Je rends les choses plus difficiles ? J'ai senti quelque chose craquer en moi, comme un élastique trop tendu. Becca, tu es assise dans le salon de mes parents, main dans la main avec mon mari, tout en me faisant la morale sur le fait de rendre les choses difficiles. Il n'est plus ton mari, a-t-elle dit doucement. Il n'a pas été heureux depuis longtemps. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pas une seule personne dans cette pièce ne m'a défendu. Pas une seule personne n'a souligné que les problèmes de mariage ne se résolvent pas en faisant intervenir une tierce personne. Pas une seule personne n'a suggéré que peut-être, juste peut-être, Rebecca avait franchi une ligne qui ne devrait pas exister. Alors, c'est de ma faute, ai-je dit. Personne ne dit que c'est de ta faute, a dit maman avec précaution. Mais le mariage est compliqué, et parfois les gens s'éloignent, et parfois les sœurs couchent avec leurs beaux-frères. J'ai haussé les épaules. Tu sais, des activités normales du mardi soir. Papa s'est frotté le front. Sam, ce qui est fait est fait. Maintenant, nous devons trouver comment avancer en tant que famille. En tant que famille. J'ai regardé autour de la pièce. David me trompe avec Rebecca, et on va tous se tenir la main et faire comme si c'était un dysfonctionnement familial normal ? Les gens font des erreurs, a dit maman. Mais Tommy et Emma ont besoin de leur père. Ils ont besoin de stabilité.
Ils ont besoin d'honnêteté. Ils ont besoin de savoir que les actions ont des conséquences. David s'est penché en avant. Sam, je sais que je t'ai blessé, mais Rebecca et moi, c'est du sérieux. Nous n'essayons de blesser personne. Vous n'essayez de blesser personne? Je l'ai fixé. David, tu as détruit notre mariage. Tu as trahi la confiance de nos enfants. Tu as transformé ma sœur en mon ennemi. Mais vous n'essayez de blesser personne. Ce que David veut dire, a interjeté Rebecca, c'est que nous n'avions pas prévu ça. Parfois, l'amour arrive, c'est tout. L'amour. Elle appelait ça l'amour. Parce que rien ne dit mieux le grand amour qu'une liaison de 6 mois dans le dos de sa sœur. Depuis combien de temps es-tu amoureuse de mon mari, Becca? Elle a jeté un coup d'œil à David avant de répondre. Les sentiments se développent avec le temps. Nous avons essayé de lutter contre. Vous avez essayé de lutter contre pendant 6 mois. Dans mon lit? J'ai hoché la tête pensivement. C'est un combat impressionnant. Vous vous êtes vraiment donné à fond. Sam, a dit maman, ce genre de colère n'est pas sain. Peut-être que tu devrais envisager une thérapie. La voilà. La suggestion que j'étais le problème, que ma réaction à la trahison était en quelque sorte plus préoccupante que la trahison elle-même. Tu as raison, ai-je dit. Je devrais absolument suivre une thérapie pour m'aider à comprendre pourquoi je suis contrarié par la liaison de mon mari et de ma sœur. Tu es sarcastique, a observé papa. Je suis honnête. Pour la première fois dans cette conversation, quelqu'un est complètement honnête. J'ai regardé chacun d'eux. Ces personnes qui étaient censées être mon système de soutien, qui étaient censées me soutenir quand le monde s'effondrait, qui étaient censées comprendre que certaines trahisons ne pouvaient être pardonnées. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Je demande le divorce. Je demande la garde principale de Tommy et Emma. David pourra les voir les week-ends une fois qu'il aura trouvé où vivre. Tu ne peux pas priver les enfants de leur père, a dit maman. Je ne les prive pas de leur père. Je les éloigne du chaos que leur père a créé. Rebecca s'est levée. Sam, tu es vindicative. Il ne s'agit pas des enfants. Il s'agit de ta fierté. Ma fierté. Comme si vouloir que mes enfants comprennent que les vœux de mariage signifiaient quelque chose relevait purement de l'ego. Tu sais quoi, Becca? Tu as absolument raison. Il s'agit de ma fierté. Je suis fier d'avoir tenu mes vœux de mariage. Je suis fier de n'avoir jamais trahi quelqu'un qui me faisait confiance. Je suis fier que lorsque ma vie se complique, je ne résous pas mes problèmes en détruisant la vie des autres. Personne n'a rien détruit, a dit David. Nous sommes tous des adultes ici. Je me suis dirigé vers le manteau de la cheminée où des photos de famille étaient exposées en rangées soignées. Le premier jour de maternelle de Tommy. Le récital de danse d'Emma. Notre photo de mariage où Rebecca se tenait à côté de moi dans une robe de demoiselle d'honneur bleue, souriant comme si elle était sincèrement heureuse pour nous. Des adultes, ai-je répété. Oui. Parlons d'être des adultes. Les adultes communiquent lorsque leur mariage est en difficulté. Les adultes vont en thérapie. Les adultes ne se faufilent pas pendant 6 mois pour avoir des relations sexuelles dans le lit de leur conjoint. Sam, a commencé maman. Les adultes ne défendent pas non plus l'adultère, ai-je continué en me retournant pour leur faire face. Ils ne minimisent pas la trahison. Ils ne blâment pas la victime d'être contrariée d'avoir été victimisée. La pièce est devenue silencieuse. Dehors, je pouvais entendre des enfants du quartier jouer dans le jardin de quelqu'un. Leur rire portant dans l'air du soir. Des sons de famille normaux de famille normale. Je pense que nous devrions tous prendre un peu de temps pour nous calmer, a finalement dit papa. Bonne idée. J'ai pris mon sac à main. Je me calmerai au bureau d'un avocat spécialiste du divorce demain matin. Alors que je me dirigeais vers la porte, Rebecca a appelé après moi. Sam, attends. On peut arranger ça. On est une famille. Je me suis retourné une dernière fois. Non, Becca. La famille ne couche pas avec les maris des uns et des autres. La famille ne choisit pas de quand quelqu'un est trahi. La famille ne blâme pas la victime d'être blessée. J'ai fait une pause dans l'embrasure de la porte. Mais tu as raison sur un point. Nous sommes une famille, ce qui rend cela tellement pire. Parce que rien ne dit mieux les valeurs familiales qu'une bonne vieille liaison, les amis. Ça rapproche vraiment tout le monde.
Le mardi matin a apporté la dure réalité de la monoparentalité. Emma ne trouvait pas son t-shirt licorne préféré. Tommy a annoncé qu'il avait oublié un rapport de lecture à rendre ce jour-là. Et la cafetière a décidé de tomber en panne juste au moment où j'avais le plus besoin de caféine. Le temps que je les amène à l'école et que j'arrive chez Miller et Associés, droit de la famille, j'avais l'impression d'avoir déjà couru un marathon. Et il n'était même pas 9 heures du matin. Patricia Miller était exactement ce que j'espérais d'une avocate en divorce. Vive, directe et totalement insensible aux histoires larmoyantes sur la complexité des liaisons. 6 mois, c'est une relation à long terme, pas un simple écart de jugement, a-t-elle dit en examinant la chronologie que j'avais fournie. Et le fait que ce soit avec votre sœur ajoute un élément de cruauté émotionnelle que les tribunaux ne voient pas d'un bon œil. Et pour la garde, ai-je demandé. Étant donné que la liaison a eu lieu au domicile conjugal où vivent les enfants, cela renforce votre position. Les tribunaux privilégient la stabilité pour les enfants mineurs. J'ai signé des papiers, j'ai fait un chèque de provision et je suis sorti avec le sentiment d'avoir enfin repris un peu le contrôle. Mon téléphone avait 17 appels manqués de David. Je les parcourais quand il a de nouveau sonné. Le nom de Rebecca s'est affiché à l'écran. Quoi? Ai-je répondu. Sam, tu dois venir chez maman et papa maintenant. Je suis occupé à détruire mon mariage, tu te souviens? Selon toi. De toute façon. C'est à propos de ton travail. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'il y a avec mon travail? Viens, s'il te plaît. 20 minutes plus tard, je suis entré dans le salon de mes parents pour trouver David assis en face de maman et papa, l'air de quelqu'un dont on vient d'annoncer la mort. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé. David a levé les yeux rougis. Henderson m'a viré. Je me suis assise lourdement sur la chaise la plus proche. Quoi? Pourquoi? Relation au bureau, a dit papa d'un ton sombre. Apparemment, il y a une politique sur les relations intimes entre employés, surtout quand cela crée des drames au travail. David ne me supervise pas. Nous sommes au même niveau. Peu importe, a dit David. Les RH ont dit que cela crée un potentiel de conflit avec votre demande de divorce. Il a haussé les épaules, impuissant. Alors, ils t'ont viré au lieu de moi. Ils nous ont virés tous les deux. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Tous les deux? Maman s'est penchée en avant. Sam, chérie, ils t'ont appelé ce matin. Kelly a pris un message. Quelque chose à propos de la création d'un environnement de travail hostile. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vu l'appel manqué de mon patron, Richard Henderson. 3 appels manqués, en fait. C'est de la folie, ai-je dit. Je n'ai créé aucun environnement de travail hostile. J'ai été complètement professionnel. Sauf hier, a dit David doucement. Quand tu as imprimé ta lettre de démission sur l'imprimante partagée et quand tu as élevé la voix dans ton bureau. Les gens ont entendu. Les gens ont entendu quoi? Que j'étais contrarié que mon mari me trompe? Les gens t'ont entendu parler d'affaires familiales privées au travail, a dit maman. Richard Henderson a appelé ici pour te chercher. Il était très préoccupé par la réputation de l'entreprise. Je les ai regardés. Alors, laissez-moi comprendre. David a une liaison de 6 mois avec ma sœur. Je demande le divorce et d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui crée un environnement de travail hostile? Vous l'êtes tous les deux, a dit Rebecca depuis l'embrasure de la porte. Elle avait écouté depuis le couloir. C'est pour ça que je t'ai dit de gérer ça discrètement. Discrètement? J'ai ri, le son sec et cassant. Tu veux dire comme toi et David avez géré votre relation discrètement pendant 6 mois? Oh, attends. C'est exactement comme ça que vous l'avez géré. Mon erreur. Le fait est, a interrompu papa, que vous êtes tous les deux au chômage maintenant, avec 2 enfants à charge. La réalité a commencé à s'imposer. Pas de travail signifiait pas d'assurance maladie pour Tommy et Emma. Pas de revenus stables. Pas moyen de payer l'hypothèque de la maison que j'avais prévu de garder dans le divorce. David a ses clients en freelance, a dit maman. Il s'en sortira. Mais Sam, tu dois penser de manière pratique à cela. Pratique. Comme si c'était de ma faute si j'avais perdu mon travail parce que mon mari n'avait pas pu garder sa liaison assez privée. Que suggérez-vous, ai-je demandé. Maman et papa ont échangé un regard. Rebecca s'est agitée mal à l'aise dans l'embrasure de la porte.
Peut-être, a dit maman avec précaution, que c'est un signe que tu devrais reconsidérer le divorce, pour le bien des enfants. Pour le bien des enfants, je devrais rester marié à un homme qui m'a trompé avec ma sœur? Pour le bien des enfants, a dit papa, tu devrais considérer ce qui est le mieux pour leur sécurité financière. J'ai regardé autour de la pièce ces personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement, qui étaient censées me soutenir quand la vie s'effondrait, qui étaient censées comprendre que certaines trahisons ne pouvaient être pardonnées. Vous voulez que je reste marié à David pour qu'il puisse me soutenir financièrement? Nous voulons que tu penses à l'avenir de Tommy et Emma, a dit maman. Je pense à leur avenir. Je pense à les élever pour qu'ils comprennent que les vœux de mariage signifient quelque chose. Que la trahison a des conséquences. Que les gens qui vous aiment ne couchent pas avec votre sœur. Parfois, les gens font des erreurs, a dit Rebecca doucement. Des erreurs. Je me suis levé. 6 mois, ce n'est pas une erreur, Becca. C'est un choix de vie. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé le quartier où j'avais grandi, où j'avais appris que la famille signifiait tout, où j'avais cru que les gens qui vous aimaient vous soutiendraient toujours. J'ai perdu mon travail parce que mon mari n'a pas pu garder sa liaison assez privée, ai-je dit. Je suis sur le point de perdre ma maison parce que je ne peux pas payer l'hypothèque avec les allocations de chômage. Mes enfants vont voir leur monde bouleversé parce que leur père a décidé qu'il était malheureux. Je me suis retourné pour leur faire face. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui dois reconsidérer mes choix. Le silence s'est étiré jusqu'à ce que Rebecca prenne la parole. Sam, il y a autre chose que nous devons te dire. Oh, merveilleux, parce que cette journée n'était pas complète sans une autre bombe. David et moi allons nous marier. Et je suis enceinte. Les mots sont restés en suspens dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Enceinte, ai-je répété. Rebecca a hoché la tête, sa main se déplaçant de manière protectrice vers son ventre encore plat. 3 mois. 3 mois. Elle portait l'enfant de David depuis le début de leur liaison. Est-ce que la famille le sait? Nous venons de leur dire, a dit David, avant que tu n'arrives. Bien sûr, il l'avait fait. Pendant que j'étais au bureau d'un avocat spécialiste du divorce, David et Rebecca partageaient la joyeuse nouvelle de la grossesse avec mes parents. Cela change les choses, a dit maman doucement. Pour les enfants, Tommy et Emma vont avoir un petit frère ou une petite sœur. Un demi-frère ou une demi-sœur, ai-je pensé, mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Ils ont besoin de stabilité pendant cette transition, a ajouté Rebecca. Avoir leurs parents qui se battent au tribunal n'est bon pour personne. J'ai regardé cette femme qui avait systématiquement détruit mon mariage, volé mon mari, et qui me faisait maintenant la morale sur ce qui était bon pour mes enfants. Tu as raison, ai-je dit doucement. Tout le monde a eu l'air surpris. Tu as absolument raison. Les enfants ont besoin de stabilité. Ils ont besoin de comprendre que les actions ont des conséquences. Ils ont besoin de voir leur mère se défendre au lieu d'accepter les miettes que sa famille décide de lui jeter. J'ai pris mon sac à main et je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? A appelé maman. Chercher mes enfants et commencer à construire une vie qui ne m'oblige pas à prétendre que la trahison est acceptable. Derrière moi, j'ai entendu Rebecca dire, Sam, ce n'est pas comme ça qu'on voulait que les choses se passent. Je ne me suis pas retourné. Becca, rien dans cette situation n'a été à propos de ce que je voulais. Mais ça, c'était sur le point de changer. 3 semaines plus tard, je préparais des lattes pour des cadres d'entreprise qui étaient autrefois mes pairs chez Murphy's Coffee Shop. Le salaire était terrible. Les horaires étaient irréguliers. Et mon patron de 24 ans, Jake, me traitait comme son assistante personnelle pour la préparation du café. Mais c'était un travail honnête, et cela me tenait assez occupé pour éviter de penser au papier de garde que l'avocat de David m'avait signifié. Garde conjointe avec résidence principale alternée. Patricia Miller avait expliqué, c'est inhabituel, mais pas inédit lorsqu'un parent dispose de ressources financières nettement supérieures. Des ressources financières nettement supérieures. L'entreprise de freelance de David avait magiquement décollé après que notre divorce soit devenu public. Apparemment, Richard Henderson avait été très généreux en recommandations. La promotion de Rebecca chez Davison Marketing était assortie d'options d'achat d'actions et d'une voiture de fonction. Pendant ce temps, j'apprenais à faire mousser du lait et j'essayais de trouver comment expliquer à Tommy et Emma pourquoi ils passeraient la moitié de leur temps à vivre avec leur père et leur belle-mère enceinte. L'heure de pointe du déjeuner était brutale ce mardi-là. Les employés de bureau du centre-ville faisaient la queue sur 20 mètres, tous voulant des boissons spécialisées complexes immédiatement.
Je venais de terminer une commande particulièrement compliquée lorsque mon téléphone a vibré. Un texto de David. Rebecca a eu sa fête prénatale hier. Beaucoup de familles y étaient. La fête prénatale à laquelle je n'avais pas été invité, où mes parents célébraient la grossesse de Rebecca pendant que je servais du café hors de prix à des inconnus. Je fixais le message lorsqu'un homme plus âgé s'est approché du comptoir. Distingué, bien habillé, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. « Êtes-vous Samantha Richard ?» a-t-il demandé. Mon cœur a fait un bond. Huissier, collecteur de dettes, plus de papiers juridiques. Oui. Mon nom est James Morrison. Je suis un avocat représentant la succession de Harold Murphy. J'ai jeté un coup d'œil au café bondé. Cela ne semblait pas être l'endroit pour des discussions juridiques. Je suis désolé, je ne connais aucun Harold Murphy. Il était l'oncle de votre ex-mari. Il est décédé il y a 2 semaines. L'oncle de David, Harold. Je ne l'avais rencontré que 2 fois. Les 2 fois lors de rassemblements familiaux où David m'avait entraîné à New York. Harold était le frère du père de David, un homme d'affaires prospère qui ne s'était jamais marié et n'avait pas d'enfant. Il avait toujours été gentil avec moi, m'avait posé des questions réfléchies sur mon travail, s'était souvenu de détails sur Tommy et Emma. Je suis désolé pour votre perte, ai-je dit. Mais je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi vous êtes ici. James Morrison a baissé la voix. Monsieur Murphy a laissé des instructions très spécifiques dans son testament vous concernant, vous et vos enfants. Pourrions-nous peut-être en discuter en privé après votre service? Je finis à 16h. Parfait. Je reviendrai alors. Le reste de mon service a traîné en longueur. Chaque client semblait commander la boisson la plus compliquée possible, et mon esprit ne cessait de vagabonder vers Harold Murphy. Que pouvait bien m'avoir laissé l'oncle de David? À 16h05 précise, James Morrison est revenu. Je me suis changé de mon tablier taché de café et j'ai essayé de me rendre présentable. Nous avons trouvé une table dans un coin tranquille, loin de la foule d'ordinateurs portables de l'après-midi. Madame Richard, a-t-il commencé en ouvrant sa mallette. Harold Murphy n'avait ni femme, ni enfant, et était brouillé avec la plupart de sa famille. Son testament, révisé quelques jours seulement avant sa mort, vous laisse l'intégralité de sa succession, avouée à vos enfants. Je l'ai fixé. Je suis désolé, quoi? Vous êtes l'unique bénéficiaire de la succession de Harold Murphy. C'est impossible. Je le connaissais à peine. James a sorti un épais dossier. Monsieur Murphy a été très précis sur ses raisons. Il a laissé une lettre expliquant sa décision. Il m'a tendu une enveloppe avec mon nom écrit d'une écriture tremblante. Combien, ai-je chuchoté. La succession totale est évaluée à environ 80 millions de dollars. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. 80 millions de dollars. Cela comprend des propriétés commerciales à Manhattan, des propriétés résidentielles dans les Hamptons, et une chaîne de cafés prospère dans tout New York. Je me suis agrippé au bord de la table pour ne pas tomber. Des cafés. Murphy's Coffee. 15 emplacements à travers Manhattan et Brooklyn. Très rentable. J'ai regardé autour du magasin où j'avais gagné le salaire minimum plus les pourboires, où j'avais lutté pour payer le loyer, acheter des provisions et trouver comment offrir des cadeaux de Noël à Tommy et Emma. Il y a plus, a continué James. Monsieur Murphy a créé des fiducies éducatives pour vos enfants. Université, études supérieures, tout ce qu'ils veulent. Tout est couvert. Mes mains tremblaient en ouvrant la lettre de Harold. Chère Samantha, si vous lisez ceci, c'est que je suis décédé et que James vous a trouvé pour vous transmettre mes dernières volontés. Je sais que cela sera un choc, mais j'espère que vous comprendrez ma décision. Les quelques fois où nous nous sommes rencontrés, j'ai vu en vous quelque chose qui me rappelait mon moi plus jeune. De la force, de la dignité, et la capacité de continuer quand d'autres auraient abandonné. Quand David m'a appelé pour m'annoncer le divorce, il a mentionné que vous aviez été maltraité par des personnes qui auraient dû vous protéger. Cela ne m'a pas semblé juste. J'ai passé ma vie à créer des entreprises et à accumuler des richesses, mais je n'ai jamais eu ma propre famille. En vous regardant avec Tommy et Emma à la fête d'anniversaire de David l'année dernière, j'ai vu le genre de mère que j'aurais voulu que mes enfants aient. Le genre de femme qui mérite mieux que ce que la vie lui a donné. Utilisez cet argent à bon escient. Donnez à vos enfants l'avenir qu'ils méritent. Et ne laissez personne vous faire sentir coupable d'accepter ce que j'ai librement choisi de donner.
Vous l'avez mérité en étant la personne que vous êtes quand vous pensiez que personne ne regardait. Sincèrement, Harold Murphy. PS Les cafés se gèrent pratiquement tout seuls. Vous avez de bons gérants. Faites-leur confiance. J'ai lu la lettre 2 fois, les larmes brouillant les mots. Madame Richard. James étudiait mon visage avec inquiétude. Allez-vous bien? Je dois appeler mes enfants. Bien sûr. Mais il y a quelques questions juridiques dont nous devrions discuter d'abord. Le transfert des actifs prendra plusieurs semaines, mais j'ai pris des dispositions pour un accès immédiat au fonds de roulement. Vous voudrez visiter la propriété de Manhattan bientôt pour rencontrer les équipes de gestion. Manhattan. J'avais toujours rêvé de vivre à New York, mais cela semblait impossible avec la carrière de David ancrée à Chicago. Maintenant, je pouvais vivre où je voulais. Et pour les arrangements de garde, ai-je demandé. Si je déménage à New York. C'est en dehors de mon domaine de compétences, mais je peux vous recommander d'excellents avocats en droit de la famille à New York qui se spécialisent dans les questions de garde inter-État. J'ai pensé à David et Rebecca dans leur nouvelle vie parfaite, planifiant leur mariage et se préparant pour leur bébé. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient m'avoir relégué aux marges de la vie de mes enfants. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Monsieur Morrison, ai-je dit, quand puis-je voir les propriétés? Dès que vous le souhaitez. Je peux organiser un voyage pour ce week-end si cela vous convient. Parfait. Je me suis levé, me sentant plus stable que je ne l'avais été depuis des mois. État j'aime Morrison, cette conversation reste entre nous pour l'instant. Bien sûr. Alors qu'il s'éloignait, j'ai réalisé que pour la première fois depuis que j'avais trouvé David et Rebecca dans mon lit, je ne pensais plus à la survie. Je pensais aux possibilités. Et à la vengeance. Je pensais définitivement à la vengeance. La conversation avec Tommy et Emma sur le déménagement à New York a été plus facile que prévu. Nous nous sommes assis par terre dans le salon après le dîner, nous trois en cercle, et j'ai essayé de trouver des mots qui donneraient un sens à notre nouvelle réalité. Que penseriez-vous de vivre à New York pendant un certain temps? Ai-je demandé. Tommy a levé les yeux de son projet de construction Lego. Comme pour visiter? Comme pour y vivre. Aller à l'école là-bas. Se faire de nouveaux amis là-bas. Emma est montée sur mes genoux. Et papa? Papa serait toujours votre papa. Vous lui rendriez visite pendant les vacances scolaires et les étés. Et tante Becca et le bébé? J'ai pris une profonde inspiration. Tante Becca et papa vont bientôt se marier. Et quand leur bébé arrivera, ils auront besoin de temps pour être une famille ensemble. On n'est plus une famille? A demandé Tommy, et mon cœur s'est un peu brisé. Toi, Emma et moi, nous serons toujours une famille. Toujours. Mais papa crée aussi une nouvelle famille. Aurons-nous nos propres chambres? A demandé Emma, toujours pratique. Oui, ma chérie. De grandes chambres avec des fenêtres et de la place pour tous tes jouets. Les questions sont venues en rafale après cela. Et leurs amis? Et leur école? Est-ce que j'y serais aussi? J'ai répondu aussi honnêtement que possible, regardant leur visage traiter l'idée d'un autre changement massif dans leur petite vie. On peut y réfléchir, a demandé Emma. Bien sûr. C'est une grande décision. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, j'ai appelé Patricia Miller pour discuter des implications du déménagement sur la garde. New York pourrait en fait jouer en notre faveur, a-t-elle dit. Si David accepte le déménagement, cela montre qu'il privilégie sa nouvelle relation au contact quotidien avec ses enfants. Cela renforce votre position pour de futures modifications de la garde. Et s'il s'y oppose? Alors nous montrerons au tribunal votre nouvelle situation financière et votre capacité à offrir des opportunités éducatives et culturelles supérieures aux enfants à New York. Des opportunités supérieures comme des écoles privées, des leçons de musique et des fonds d'études entièrement dotés. Le lendemain matin, David est passé pour discuter du déménagement. Nous nous sommes assis dans le jardin pendant que Tommy et Emma jouaient sur leur balançoire, faisant semblant que c'était une conversation normale de coparentalité. Alors, tu penses vraiment à New York? A-t-il demandé. Je pense à ce qui est le mieux pour mes enfants. Nos enfants. J'ai laissé passer. Oui, nos enfants. Rebecca et moi en avons parlé. Nous pensons que ce serait peut-être bien pour tout le monde d'avoir un peu de distance pendant que nous nous adaptons au mariage. La voilà.
Rebecca voulait que je parte pour pouvoir jouer à la maison sans interférence. Comme c'est généreux de votre part à tous les deux. David s'est agité mal à l'aise. Sam, je sais que c'est gênant, mais nous essayons de faire ce qui est juste. Juste pour qui? Pour tout le monde. Les enfants ont besoin de stabilité, et avec le bébé qui arrive. Ton bébé a besoin d'un espace que la présence de mes enfants pourrait compliquer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. N'est-ce pas? J'ai regardé et m'a poussé Tommy sur la balançoire, leur rire portant à travers la cour. David, sois honnête. Tu veux que j'emmène les enfants à New York pour que tu puisses recommencer à zéro avec Rebecca sans rappel quotidien de ta première famille? Il est resté silencieux un long moment. Peut-être qu'un peu de distance serait sain. Pour qui? Pour nous tous. J'ai pensé à la lettre de Harold, aux fiducies éducatives pour Tommy et Emma, aux opportunités qui nous attendaient à Manhattan. Tu as raison, ai-je dit. La distance serait très saine. Alors, tu y réfléchiras. J'ai déjà décidé. Nous déménageons à New York. Le soulagement a inondé son visage. Quand? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Le soulagement s'est transformé en panique. Sam, c'est vraiment rapide. Les enfants ont besoin de temps pour s'adapter, pour dire au revoir à leurs amis. Les enfants sont résilients. Ils s'adapteront. Et pour les visites? Comment vais-je les voir? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la confirmation de billets que j'avais réservés ce matin-là. Ils reviendront pour Thanksgiving. Tu pourras les avoir pendant 1 semaine. 1 semaine? Sam, ce n'est pas assez de temps. C'est plus de temps que Rebecca ne m'en a donné pour m'adapter à sa relation avec toi. David s'est tu, comprenant enfin que l'équilibre du pouvoir avait changé. Et Noël? On alternera les années. Cette année, ils seront avec moi. Sam, s'il te plaît. Je sais que je t'ai blessé, mais ne punis pas les enfants parce que tu es en colère contre moi. Je l'ai regardé. Cet homme qui avait jeté notre mariage pour ma sœur, qui s'inquiétait maintenant d'être puni. David, je ne punis personne. Je donne à mes enfants des opportunités que tu ne pourrais jamais leur offrir. Quelles opportunités? J'ai pensé à lui parler de l'héritage, des 80 millions de dollars qui venaient de rendre ses paiements de pension alimentaire sans importance. Mais quelque chose m'a retenu. De meilleures écoles, des expériences culturelles, un nouveau départ loin du drame que toi et Rebecca avez créé. Il a hoché la tête à contre-cœur. Je suppose que je ne peux pas discuter avec ça. Non, tu ne peux pas. Ce soir-là, j'ai appelé James Morrison pour confirmer notre voyage à New York pour le week-end. Excellent, a-t-il dit. J'ai organisé des réunions avec les gestionnaires immobiliers et les dirigeants des cafés. Vous voudrez tout voir avant de prendre des décisions majeures. Quel genre de décision? Si vous voulez être activement impliqué dans la gestion des entreprises ou si vous préférez rester une partenaire silencieuse. Si vous voulez vivre dans le Penthouse de Manhattan ou dans le domaine des Hamptons. Si vous voulez garder toutes les propriétés ou en vendre certaines. Des décisions. De vrais choix sur mon avenir au lieu de simplement réagir aux trahisons des autres. Monsieur Morrison, que feriez-vous si vous étiez moi? Je prendrais mon temps, j'apprendrais les entreprises, et je ferais des choix basés sur ce qui me rendrait la plus heureuse. Vous avez maintenant le luxe de choisir votre vie au lieu de la laisser être choisie pour vous. Après avoir raccroché, j'ai parcouru la maison dans laquelle je pensais vivre pour toujours. Les dessins de Tommy sur le réfrigérateur. Les chaussons de ballet d'Emma près de la porte d'entrée. Les photos de famille qui devraient être emballées ou laissées derrière. Mon téléphone a vibré avec un texto de Rebecca. J'ai entendu dire que tu déménageais à New York. Probablement pour le mieux. Un nouveau départ pour tout le monde. Probablement pour le mieux. Elle était si pressée de me faire sortir du tableau qu'elle ne pouvait même pas faire semblant d'être triste de notre départ. J'ai répondu, oui, les nouveaux départs sont merveilleux. Félicitations pour avoir obtenu tout ce que tu voulais. Mais je n'ai pas appuyé sur envoyer. Car bientôt, Rebecca allait apprendre qu'obtenir tout ce que l'on veut signifie parfois obtenir exactement ce que l'on mérite. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires, car cette histoire est sur le point de prendre un tournant que personne n'a vu venir. Le week-end à New York a tout changé. James Morrison nous a accueillis à JFK avec un service de voiture et un itinéraire qui me donnait le tournis.
Tommy et Emma étaient ébahis par l'horizon de la ville, pressant leur visage contre les fenêtres alors que nous traversions Manhattan. « Maman, tous ces immeubles sont vraiment aussi hauts ?» a demandé Emma. « Plus haut ?» ai-je dit, regardant moi-même les gratte-ciel. Notre premier arrêt fut l'appartement Penthouse dans l'Upper West Side. Lorsque l'ascenseur s'est ouvert directement dans le hall d'entrée, j'ai cru qu'il y avait eu une erreur. « Ce n'est pas possible », ai-je dit à James. 3 chambres, 3 salles de bain, une terrasse sur le toit avec vue sur la ville, a-t-il dit en nous faisant entrer. Harold l'a acheté comme un investissement immobilier, mais il est vacant depuis 2 ans. L'appartement était magnifique. Des baies vitrées, des parquets et une cuisine digne d'un magazine. Emma a immédiatement revendiqué la chambre avec le siège de fenêtre, tandis que Tommy était fasciné par l'escalier de secours visible depuis sa fenêtre. « On peut vraiment vivre ici ?» a demandé Emma en tournant en rond dans le salon. « On peut vraiment ?» ai-je dit, et je le pensais. La visite des cafés a été tout aussi impressionnante. 15 emplacements, tous prospères, tous gérés par des équipes compétentes qui s'occupaient des choses en douceur depuis la mort de Harold. C'était un bon patron, a expliqué Maria Santos, la directrice des opérations. Il nous faisait confiance pour faire notre travail, il ne micro-gérait jamais. Les employés l'adoraient. Et sur le plan financier, ai-je demandé. Rentable sur toute la ligne. L'emplacement de l'Upper West Side à lui seul génère plus de revenus que la plupart des magasins indépendants en un an. J'ai pensé à l'emplacement du centre-ville de Chicago où j'avais survécu avec le salaire minimum et j'ai presque ri de l'ironie. Ce soir-là, nous avons dîné dans un restaurant adapté aux enfants à Little Italy. Tommy et Emma bavardaient avec enthousiasme de la journée, planifiant déjà les écoles qu'ils voulaient visiter, les terrains de jeu qui semblaient les plus amusants. Alors, qu'en pensez-vous ? Leur ai-je demandé au dessert. Je pense que New York est génial, a dit Tommy. Je pense que notre nouvelle maison est comme un château, a ajouté Emma. Mais et papa ? L'enthousiasme de Tommy s'est légèrement estompé. Papa sera toujours papa. Il pourra nous rendre visite ici et vous pourrez lui rendre visite à Chicago. Et tante Becca ? J'ai choisi mes mots avec soin. Tante Becca et papa vont être très occupés avec leur nouveau bébé. Ils n'auront peut-être pas autant de temps pour des visites tout de suite. Emma a hoché la tête solennellement. Les bébés ont besoin de beaucoup d'attention. C'est vrai. Serons-nous heureux ici ? A demandé Tommy. J'ai regardé mes enfants, ces enfants résilients et adaptables qui avaient déjà traversé tant de changements. Je pense que nous serons très heureux ici. Le lundi matin, j'ai appelé David depuis l'aéroport de Chicago. On le prend, ai-je dit sans préambule. Prendre quoi ? New York. Les enfants adorent. On déménage le week-end prochain. Le week-end prochain ? Sam, c'est de la folie. Tu ne peux pas juste déraciner toute leur vie sur un coup de tête. Un coup de tête ? Comme si décider de quitter la ville où mon mari m'avait trompé avec ma sœur était une sorte d'achat impulsif. David, leurs vies ont déjà été déracinées quand tu as décidé d'avoir une liaison. Je leur donne juste un meilleur endroit où atterrir. Et leurs amis ? Leur école ? Ils se feront de nouveaux amis, trouveront de meilleures écoles. Comment peux-tu même te permettre ça ? La semaine dernière, tu travaillais dans un café. J'ai fait une pause, réfléchissant à la quantité d'informations à révéler. J'ai des opportunités à New York. Des opportunités d'affaires ? Quel genre d'opportunités d'affaires ? Le genre qui ne m'oblige pas à dépendre de la pension alimentaire d'un homme qui m'a trompé. Le silence s'est étiré jusqu'à ce que David reprenne la parole. Sam, je sais que tu es en colère. Je ne suis plus en colère, David. J'en ai fini. Fini avec quoi ? Fini de laisser tes choix contrôler ma vie. Fini d'accepter des miettes. Fini de prétendre que ce que tu as fait n'était qu'une erreur que je devrais surmonter. Alors, tu fuis ? J'ai regardé l'horizon de Chicago, la ville qui avait été ma maison pendant 32 ans, où j'avais rencontré David, où j'avais eu mes enfants, où j'avais construit une vie que quelqu'un d'autre avait systématiquement détruite. Non, ai-je dit. Je cours vers quelque chose de mieux. Cette semaine a été un tourbillon d'emballage, de réexpédition d'adresses et d'adieux difficiles. Rebecca a appelé 2 fois, les 2 fois pour offrir une aide dont je n'avais pas besoin et des conseils que je ne voulais pas. Es-tu sûr que c'est le bon choix ? A-t-elle demandé lors du 2e appel. Pourquoi ? Tu as des doutes sur le fait d'obtenir ce que tu voulais ?
Je n'ai jamais voulu que tu quittes Chicago. Tu voulais David. Tu as eu David. Tout le reste n'était que des dommages collatéraux. Sam, je sais que tu ne le crois pas, mais je t'aime. Tu es ma sœur. J'étais en train de scotcher une boîte de livres d'Emma quand elle a dit ça. Et quelque chose dans la finalité de l'emballage de nos vies m'a rendu assez généreuse pour répondre honnêtement. Becca, voilà le truc avec l'amour. Ce n'est pas juste un sentiment. C'est un choix. Chaque jour, tu choisis d'aimer quelqu'un ou tu choisis de le blesser. Pendant 6 mois, tu as choisi de me blesser chaque jour. J'essayais de. Tu essayais d'obtenir ce que tu voulais sans conséquence. Mais ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Le camion de déménagement est parti le jeudi matin. Les enfants et moi avons suivi le vendredi après-midi, volant en première classe vers notre nouvelle vie à New York. Alors que l'avion décollait d'OHRE, Emma a attrapé ma main. « Maman, es-tu triste de partir ?» J'ai réfléchi à la question alors que Chicago disparaissait sous les nuages. Je suis triste pour certaines choses, ai-je dit honnêtement. Mais je suis excité pour tout ce que nous allons découvrir. Est-ce que papa va nous manquer? Oui, ma chérie. Papa vous manquera beaucoup. Est-ce que tante Becca va nous manquer? J'ai serré sa main. Je pense que tante Becca sera trop occupée pour nous manquer pendant un certain temps. Tant mieux, a dit Emma avec la franchise brutale d'une enfant de 5 ans. Elle n'était pas une très bonne tante de toute façon. De la bouche des enfants, les amis. Parfois, les enfants voient les choses plus clairement que les adultes. Alors que nous descendions vers JFK 3 heures plus tard, j'ai réalisé que je ne pensais plus à David et Rebecca. Je ne calculais pas les horaires de garde, ne m'inquiétais pas pour l'argent ou ne me demandais pas si j'avais fait le bon choix. Je pensais à l'avenir que Tommy, Emma et moi allions construire ensemble. Et cet avenir avait l'air plutôt incroyable. 6 mois après notre installation à New York, je commençais à comprendre à nouveau ce qu'était le bonheur. Les enfants s'étaient magnifiquement adaptés à leur nouvelle école. J'apprenais à diriger un empire commercial prospère, et pour la première fois depuis des années, je dormais toute la nuit. J'examinais les rapports trimestriels dans mon bureau du siège de Murphy & Coffee lorsque mon assistante m'a appelé. « Madame Richard, il y a un appel pour vous. » David Richard de Chicago. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 14 heures à New York signifiait 13 heures à Chicago. David aurait dû être au travail, pas m'appeler pendant les heures de bureau. Passez-le-moi. Samedi, la voix de David était tendue. Il faut qu'on parle. Tout va bien? Les enfants vont bien. Les enfants vont bien. C'est à propos d'autre chose. Je me suis adossé à ma chaise, regardant la rue animée de Manhattan en dessous. Quelles autres choses? Rebecca a eu le bébé, n'est-ce pas? Rebecca devait accoucher à peu près à ce moment-là. J'avais complètement oublié la grossesse, ce qui en disait probablement long sur ma santé mentale. Félicitations. Comment va tout le monde? Bien. En bonne santé. Il est parfait. Un fils. Le demi-frère de Tommy et Emma. Je suis contente de l'entendre, David. Mais je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi tu m'appelles. Parce que j'ai pensé à nous. À notre famille. Je me suis redressé. Notre famille. Tommy et Emma. À quel point il me manque. À quel point la séparation ne fonctionne pas, David. Ils vont très bien ici. Ils aiment leur école. Ils se sont fait des amis. Je les veux de retour, samedi, les mots sont restés en suspens dans l'air comme un défi. De retour? De retour à Chicago avec moi. Je dépose une demande de modification de la garde. J'ai senti une vague de colère familière suivie immédiatement par quelque chose qui ressemblait à de l'amusement. Parce que David n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'embarquait. Sur quel motif? Sur le fait que je suis leur père et que je veux faire partie de leur vie quotidienne, pas seulement des appels téléphoniques et des visites de vacances. Tu as accepté cet arrangement, David. Tu l'as encouragé. J'avais tort. J'ai fait une erreur. Une autre erreur. Comme c'est pratique pour toi. Sam, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais pense à ce qui est le mieux pour Tommy et Emma. Je pense à ce qui est le mieux pour eux. J'y pense tous les jours. Ils ont besoin de leur père. Ils ont leur père.
Tu les appelles 2 fois par semaine et tu les vois pendant les vacances. C'était ton choix. C'était un mauvais choix. Je veux le réparer. Je me suis dirigé vers la fenêtre de mon bureau, regardant la rue où des gens bien habillés se dépêchaient pour des réunions importantes, où mes enfants grandiraient avec des opportunités que David ne pourrait jamais leur offrir. David, qu'est-ce qui se passe vraiment? Il y a 6 mois, tu ne pouvais pas attendre pour nous faire sortir de Chicago. Maintenant, soudainement, tu es le père de l'année. Silence à l'autre bout de la ligne. David? Les choses sont compliquées ici. Compliquées comment? Plus de silence. Rebecca a du mal à s'adapter à la maternité. Elle a besoin d'aide. Et j'ai pensé que peut-être si Tommy et Emma étaient là. La voilà. La vraie raison de sa soudaine préoccupation parentale. Tu veux que mes enfants reviennent à Chicago pour aider à garder le bébé de Rebecca? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Rebecca est dépassée par un seul nourrisson. Alors tu as pensé que tu ramènerais 2 autres enfants à gérer pour elle? Sam, ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri, et ça m'a fait du bien. David, tu veux parler de juste? Parlons de ce qui est juste. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert le tiroir où je gardais les documents juridiques que James Morrison avait préparés il y a des mois. Il est juste que Tommy et Emma s'épanouissent dans un environnement où ils ne sont pas exposés à votre drame. Il est juste qu'ils reçoivent la meilleure éducation que l'argent puisse acheter. Il est juste qu'ils construisent une vie où ils n'ont pas à marcher sur des œufs autour de la femme enceinte de leur père. L'argent n'est pas tout, Sam. Tu as raison. L'argent n'est pas tout. Mais la stabilité l'est. La sécurité, savoir que leur mère peut subvenir à leurs besoins, l'est. Je peux aussi subvenir à leurs besoins. Le peux-tu? Parce qu'aux dernières nouvelles, tu avais du mal à payer les factures médicales de Rebecca. Il s'est de nouveau tu, et j'ai su que j'avais touché la cible. David, voici ce qui va se passer. Tu vas retirer ta requête de garde. Tu vas te concentrer sur ta nouvelle famille et tu vas laisser Tommy et Emma construire leur vie ici sans interférence. Et si je ne le fais pas? J'ai souri, pensant à l'équipe d'avocats que James Morrison avait en attente. Alors tu vas découvrir à quel point il sera coûteux de me combattre. Sam, tu n'es pas la même personne que j'ai épousée. Tu as absolument raison. La personne que tu as épousée aurait accepté tout ce que tu décidais être le mieux. La personne que tu as épousée aurait mis tes besoins au-dessus des siens. La personne que tu as épousée t'aurait laissé la piétiner. J'ai fait une pause, savourant le moment. Heureusement pour moi, cette personne n'existe plus. Après avoir raccroché, je suis resté dans mon bureau un long moment, pensant à l'homme que j'avais autrefois aimé assez pour l'épouser, qui m'appelait maintenant parce que sa nouvelle vie n'était pas aussi parfaite qu'il l'avait imaginée. Mon téléphone a vibré avec un texto de Tommy. Maman, on peut prendre une pizza ce soir? Emma veut essayer cet endroit avec le four en briques. J'ai souri en répondant, absolument. Je viendrai vous chercher à l'école à 15 heures. Comment s'est passée ta journée de travail? Parfaite, ma chérie. Le travail a été parfait. Et pour une fois, c'était complètement vrai. Parce que parfois, la meilleure vengeance est vraiment de bien vivre. Et parfois, les gens qui vous blessent finissent par créer leurs propres conséquences. David voulait que ses enfants reviennent parce que sa nouvelle vie était plus difficile que prévu. Dommage pour lui, nous n'étions plus disponibles pour réparer ses erreurs. 2 mois après la menace de garde de David, la vie s'était installée dans un rythme confortable. Tommy excellait dans sa nouvelle école. Emma avait rejoint un club de théâtre qu'elle adorait, et je découvrais que diriger un empire commercial était en fait plus facile que de gérer les exigences émotionnelles de mon ex-mari. Je déjeunais à mon bureau lorsque James Morrison a appelé avec une nouvelle qui allait tout changer à nouveau. Samantha, nous devons discuter de quelque chose d'important. Pouvez-vous venir à mon bureau cet après-midi? Tout va bien? C'est à propos de la requête de garde de David. Il a engagé un avocat. 1 heure plus tard, j'étais assise dans le bureau de James sur Madison Avenue, lisant des documents juridiques qui me mettaient en colère. Il prétend que je suis une mère inapte parce que j'ai exposé les enfants à un changement de style de vie instable, ai-je dit, lisant le dossier de David. Il remet également en question votre capacité à assurer une surveillance adéquate compte tenu de vos responsabilités professionnelles. J'ai levé les yeux des papiers.
Il remet en question ma capacité à superviser mes enfants tout en dirigeant les entreprises que j'ai héritées. Ça empire. Il a engagé un détective privé pour documenter vos activités quotidiennes. Apparemment, quelqu'un a pris des photos de vous quittant le Penthouse, assistant à des réunions d'affaires, travaillant tard dans les cafés. Il me fait suivre. Il apparaît. Alors. J'ai pensé à Rebecca, qui avait probablement suggéré cette stratégie, qui avait probablement convaincu David que je négligeais Tommy et Emma tout en construisant ma nouvelle vie. Que pense son avocat pouvoir prouver? Que vous êtes trop occupé par votre carrière pour être une bonne mère. Que les enfants seraient mieux à Chicago avec leur père et leur belle-mère. Leur belle-mère, qui était trop dépassée par un seul bébé pour gérer la vie quotidienne. Il ne mentionne pas cette partie dans son dossier. Je me suis levé, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre qui donnait sur Central Park. Quelque part dans ce parc, mes enfants jouaient probablement, heureux et en sécurité dans la vie que nous avions construite ensemble. James, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin que vous déposiez une contre-requête. Garde exclusive avec des visites limitées pour David. James a haussé un sourcil. Sur quel motif? Sur le fait que David a volontairement accepté que je déménage les enfants à New York parce qu'il a privilégié sa nouvelle relation au contact quotidien avec ses enfants. Sur le fait qu'il essaie maintenant de perturber leur environnement stable pour sa propre convenance. C'est une position forte, mais les affaires de garde peuvent être imprévisibles. Je me suis retourné pour lui faire face. James, combien d'argent ai-je? Actifs liquides, environ 12 millions. La valeur totale de la succession est plus proche de 80 millions avec les propriétés et les entreprises. Et David? D'après nos recherches, sa valeur nette est d'environ 200 000 $, principalement liée à sa maison. Donc, si cela devient une guerre d'usure, vous pouvez le surpasser financièrement. Mais ce n'est pas toujours ainsi que les affaires de garde sont décidées. Peut-être pas. Mais c'est comme ça qu'on les gagne. L'audience de garde a été fixée 3 semaines plus tard. David s'est envolé pour New York avec Rebecca et leur bébé, séjournant dans un hôtel près du palais de justice. Je le savais parce que mon équipe de sécurité avait suivi leurs mouvements depuis leur arrivée. Oui, j'avais une équipe de sécurité maintenant. 12 millions de dollars d'actifs liquides permettent d'acheter beaucoup de protection professionnelle. La nuit avant l'audience, David m'a appelé. Sam, il faut qu'on parle. Parle à mon avocat, s'il te plaît. 5 minutes. Pour les enfants. Très bien, 5 minutes. Pouvons-nous nous rencontrer quelque part de neutre? Je suis au Marriott près du palais de justice. J'y serai dans 20 minutes. J'ai trouvé David dans le hall de l'hôtel, l'air fatigué et dépassé. Rebecca était assise à proximité avec leur bébé, tous deux semblant distinctement déplacés dans l'élégant hôtel de Manhattan. Merci d'être venu, a dit David. Il te reste 4 minutes. Sam, je veux retirer la requête. J'ai cligné des yeux. Tu veux? Quoi? Retirer la requête de garde. Laisser les choses revenir à la normale. Pourquoi? Il a jeté un coup d'œil à Rebecca, qui luttait pour calmer leur bébé qui pleurait. Parce que tu avais raison sur tout. Je vais avoir besoin que tu sois plus précis. Rebecca pensait que le retour des enfants aiderait avec tout. Mais être ici, voir comment tu vis maintenant, voir à quel point Tommy et Emma sont heureux, il s'est frotté le visage. Je ne peux pas les arracher à ça. J'ai regardé autour du hall de l'hôtel, les sols en marbre et les lustres en cristal, la vie que j'avais construite pour mes enfants. David, que veux-tu de moi? Je veux savoir que nous pouvons encore être une famille. Différente d'avant, mais toujours une famille. Nous ne sommes pas une famille, David. Toi, Rebecca et ton fils êtes une famille. Tommy, Emma et moi sommes une famille. Ce sont deux choses distinctes. Mais les enfants. Les enfants t'aimeront toujours. Ils te rendront visite. Ils t'appelleront. Ils t'enverront des photos et te raconteront leur vie. Mais ils vivent avec moi maintenant. Rebecca s'est approchée de nous. Le bébé enfin calme dans ses bras. Sam, je te dois des excuses, a-t-elle dit doucement. J'ai regardé ma sœur. Cette femme qui avait systématiquement détruit mon mariage et qui se tenait maintenant dans un hall d'hôtel de Manhattan, l'air épuisé et vaincu. Pourquoi spécifiquement? Pour tout. Pour David. Pour la liaison.
Pour avoir encouragé ce combat pour la garde. Pour avoir pensé que je pouvais juste prendre ta vie et la faire mienne. Et maintenant. Maintenant je réalise que certaines choses ne peuvent pas être volées. Elles doivent être méritées. J'ai regardé David, puis Rebecca, puis leur bébé qui grandirait sans jamais connaître la famille qu'il avait aidé à détruire. Tu as raison, ai-je dit. Certaines choses ne peuvent pas être volées. Je me suis levé pour partir. Sam, a appelé David. Diras-tu à Tommy et Emma que je les aime, que je suis fier d'eux? Tu peux leur dire toi-même quand tu les appelleras ce soir. Et samedi, la voix de Rebecca était à peine un murmure. Me pardonneras-tu un jour? J'ai arrêté de marcher et je me suis retourné pour lui faire face. Becca, le pardon n'est pas quelque chose que l'on peut demander. C'est quelque chose que l'on gagne par un comportement changé au fil du temps. Quand tu auras prouvé que tu es la sœur que je pensais connaître, peut-être que nous pourrons parler de pardon. Je suis sorti de l'hôtel et je suis entré dans la soirée de Manhattan où mon chauffeur m'attendait pour me ramener à mes enfants. Les papiers de garde ont été retirés le lendemain matin. David et Rebecca sont repartis pour Chicago cet après-midi-là. Ce soir-là, Tommy, Emma et moi nous sommes assis sur notre terrasse sur le toit, mangeant de la pizza et regardant les lumières de la ville. Maman, papa avait l'air triste quand il a appelé ce soir, a dit Emma. Parfois, les gens se sentent tristes quand ils réalisent qu'ils ont fait des erreurs. Se sentira-t-il mieux? Finalement. Mais ce n'est pas à nous de régler ça. Tommy avait l'air pensif. Je suis content qu'on vive ici. Pourquoi ça, mon grand? Parce que tu es heureuse ici. Et quand tu es heureuse, nous sommes heureux. J'ai serré mes deux enfants dans mes bras, ces petits êtres résilients et sages qui s'étaient adaptés à tant de changements avec une telle grâce. Je vous aime tellement tous les deux. On t'aime aussi, maman. Alors que nous étions assis là, sous les étoiles de Manhattan, j'ai réalisé que David s'était trompé sur une chose. Nous étions toujours une famille. Juste une bien meilleure que nous n'avions jamais été auparavant. Un an après avoir déménagé à New York, j'examinais les plans d'expansion de Murphy's Coffee lorsque mon assistante m'a appelé avec une nouvelle qui allait compléter ma transformation de femme abandonnée à force inarrêtable. Madame Richard, il y a une journaliste de Forbes en ligne. Quelque chose à propos d'un article de fond sur les acquisitions d'entreprises réussies. J'ai pris le téléphone en m'attendant à l'interview d'affaires habituelle. Madame Richard, ici Jennifer Walsh de Forbes. Nous faisons un article sur les histoires de réussite commerciale improbables et votre nom est apparu dans nos recherches. Je ne suis pas sûr de comprendre. Vous avez hérité d'un petit café et en un an, vous en avez fait l'une des franchises de café à la croissance la plus rapide du Nord-Est. Nos sources disent que vous envisagez une expansion à Chicago. Chicago. L'idée mûrissait depuis des mois, depuis que ma directrice des opérations avait suggéré d'explorer les marchés du Midwest. C'est encore en phase de planification, ai-je dit avec précaution. Seriez-vous intéressé à discuter de votre stratégie commerciale pour notre article? Nous sommes particulièrement intéressés par les histoires de femmes qui se reconstruisent après des changements de vie majeurs. Se reconstruire après des changements de vie majeurs. C'était une façon de décrire le fait de survivre à l'adultère, au divorce et à la trahison familiale. Je serais heureuse de discuter de ma philosophie d'entreprise. L'interview a été programmée pour la semaine suivante. Mais d'abord, j'avais un autre appel à passer. Patricia, ai-je dit lorsque mon avocate en divorce a répondu. J'ai besoin que vous fassiez des recherches sur quelque chose pour moi. Qu'est-ce que c'est? La clause de non-concurrence dans le contrat de David avec Henderson & Associates, plus précisément si elle l'empêcherait de travailler avec des entreprises concurrentes. Pourquoi? Parce que j'envisage d'ouvrir des emplacements de Murphy's Coffee à Chicago, et je veux savoir si la situation professionnelle de David créerait des complications. 3 jours plus tard, Patricia a rappelé avec des informations qui m'ont fait sourire. La clause de non-concurrence de David est en béton. Il ne peut travailler avec aucune entreprise qui concurrence Henderson & Associates pendant 3 ans après la fin de son contrat. Et combien d'agences de marketing à Chicago seraient considérées comme des concurrents? Toutes. Donc, David ne peut pas travailler dans le marketing à Chicago. Pas à moins qu'il ne veuille se faire poursuivre en justice par Richard Henderson. Intéressant. Et qu'en est-il du poste de Rebecca chez Davison Marketing? Son contrat de travail comprend une clause de moralité. Tout comportement qui nuit à la réputation de l'entreprise peut entraîner un licenciement.
Tel que l'adultère avec un collègue marié d'une entreprise concurrente? Cela pourrait probablement être qualifié ainsi. J'ai pensé à l'article de Forbes, à la publicité qui accompagnerait l'expansion de Murphy's Coffee à Chicago, à la façon dont l'histoire de David et Rebecca pourrait devenir pertinente lorsque les journalistes commenceraient à creuser mon passé. Patricia, j'aurais besoin que vous me prépariez quelques documents. L'article de Forbes a été publié 3 semaines plus tard avec le titre « De la trahison à l'empire commercial, comment une femme a transformé le divorce en succès ». L'article détaillait mon héritage, l'expansion de mon entreprise et mes projets d'implanter Murphy's Coffee sur de nouveaux marchés, y compris Chicago. Mon téléphone a commencé à sonner quelques heures après la publication de l'article. Le premier appel venait de ma mère. « Sam, je viens de lire l'article. 80 millions de dollars. Tu as hérité de 80 millions de dollars? Bonjour, maman. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Vous dire quoi? Que l'oncle de David m'a laissé sa succession. Quand cela serait-il apparu dans la conversation? Quand vous vous inquiétiez de ma capacité à subvenir aux besoins des enfants? Quand je travaillais dans ce café? Quand vous me suggériez de rester marié à David pour la sécurité financière? Silence à l'autre bout. Maman, tu as clairement montré ta position lorsque David et Rebecca avaient leur liaison. Tu as choisi de les soutenir. J'ai choisi de me soutenir. Sam, nous n'avions aucune idée. Vous n'aviez aucune idée parce que vous n'avez pas demandé. Vous avez supposé que j'étais désespérée et impuissante. Vous avez supposé que j'avais besoin du soutien de David pour survivre. Nous essayons d'aider. Vous essayez de gérer une situation qui était embarrassante pour la famille. Il y a une différence. Le deuxième appel venait de Rebecca. Sam, j'ai vu l'article. Félicitations. Tu sais lire. Je dois te demander quelque chose. Vas-tu vraiment ouvrir des emplacements à Chicago? J'y pense. Pourquoi? Parce que les gens parlent déjà de l'article, de notre histoire. David s'inquiète de la façon dont cela pourrait affecter ses perspectives d'emploi. David aurait dû penser à ses perspectives d'emploi avant d'avoir une liaison avec la sœur de sa collègue. Sam, s'il te plaît. Nous avons un bébé à prendre en compte. Si cela se sait. Si quoi se sait, Becca? La vérité? Si les gens découvrent la liaison, cela pourrait nous ruiner professionnellement tous les deux. Je me suis adossé à ma chaise de bureau, regardant l'horizon de Manhattan qui était devenu mon royaume. Laissez-moi comprendre. Vous m'appelez pour me demander de protéger votre réputation des conséquences de vos propres actions? J'appelle ma sœur pour lui demander de faire preuve d'un peu de pitié. Ta sœur, ai-je répété les mots lentement. La sœur dont tu as détruit le mariage. La sœur dont tu as volé le mari. La sœur dont tu as essayé de remplacer les enfants. Sam, je sais que je t'ai blessé. Tu ne m'as pas blessé, Becca. Tu m'as appris quelque chose de précieux. Qu'est-ce que c'est? Que les gens vous montrent qui ils sont vraiment si vous faites attention. Et tu m'as montré que tu es quelqu'un qui prend ce qu'elle veut et qui demande ensuite pitié quand il y a des conséquences. Alors, tu vas détruire nos vies pour te venger? Je ne vais rien détruire. Je vais créer une entreprise dans la ville où je suis né, où j'ai tout à fait le droit de travailler. Si cela crée des problèmes pour toi et David, ce n'est pas mon problème. Sam, s'il te plaît. Becca, voici un conseil gratuit. Quand tu construis ton bonheur sur la destruction de quelqu'un d'autre, ce n'est pas vraiment du bonheur. C'est juste du temps emprunté. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé ma directrice des opérations, Maria. Accélérons l'expansion à Chicago. Je veux ouvrir notre premier emplacement d'ici Noël. À quel quartier pensiez-vous? J'ai souri, pensant à la région de Riverside où Rebecca et David avaient acheté leur maison de rêve. Quelque part avec une bonne fréquentation et une excellente visibilité. Quelque part où les gens remarqueront. 3 mois plus tard, le premier Murphy's Coffee de Chicago a ouvert ses portes dans un emplacement de choix, à seulement 2 pâtés de maison de la maison de David et Rebecca. La grande ouverture a été couverte par les journaux d'affaires locaux, qui ont mentionné mon lien avec l'Empire Murphy et mes racines à Chicago. Le nom de David n'a pas été mentionné dans les articles, mais dans une ville comme Chicago, les gens parlent. Et quand les gens ont commencé à faire le lien entre la femme d'affaires prospère qui était revenue pour ouvrir un empire du café et le cadre marketing local qui avait eu une liaison avec sa belle-sœur, eh bien, disons simplement que la clause de moralité du contrat de Rebecca est devenue très pertinente très rapidement.
Le troisième Murphy's Coffee de Chicago a ouvert 6 mois plus tard, juste en face de Henderson & Associates. Chaque matin, Richard Henderson pouvait regarder par la fenêtre de son bureau et voir mon succès. Chaque matin, il pouvait se souvenir qu'il avait renvoyé la femme qui était maintenant sa concurrente. Et chaque matin, il pouvait réfléchir aux choix qu'il avait faits et aux conséquences qui en ont découlé. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger. Parfois, la meilleure vengeance, c'est de tout avoir. 2 ans après avoir déménagé à New York, je me tenais dans la salle de conférence du siège de Murphy's Coffee, écoutant mon directeur financier présenter des bénéfices trimestriels qui dépassaient toutes les projections, lorsque mon assistante m'a glissé une note qui m'a fait sourire. David Richard est dans le hall et demande une réunion. Je me suis excusé de la réunion et je me suis dirigé vers la réception où j'ai trouvé David assis mal à l'aise sur une chaise en cuir italien, regardant les sols en marbre et les œuvres d'art originales qui décoraient mon siège social. Il s'est levé quand il m'a vu, et j'ai été frappé de voir à quel point il avait l'air plus âgé. Fatigué, vaincu, comme un homme qui avait tout misé sur le mauvais cheval. Sam, merci de me recevoir. David, qu'est-ce qui t'amène à New York? J'ai besoin de te parler de Tommy et Emma. Ma tension artérielle a grimpé en flèche. Ils vont bien? Ils vont bien. Mieux que bien, en fait. Il a fait un geste vers le hall opulent. Ils s'en sortent manifestement très bien. Oui, c'est le cas. Pouvons-nous parler en privé? Je l'ai conduit dans une petite salle de conférence, fermant la porte derrière nous. Que veux-tu, David? Il a sorti son téléphone et m'a montré un article de presse avec le titre « L'Empire du Café Murphy annonce une expansion majeure ». Félicitations. On dirait que les affaires marchent bien. Les affaires marchent très bien. Sam, j'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Je suis toujours honnête. Essaies-tu de détruire ma vie? Je l'ai regardé de l'autre côté de la table de conférence. Cet homme qui avait été mon mari, qui avait engendré mes enfants, qui avait systématiquement démantelé notre vie ensemble pour son propre plaisir. David, ta vie est ta responsabilité, pas la mienne. Rebecca a perdu son travail. J'ai entendu. As-tu quelque chose à voir avec ça? Rebecca a perdu son travail parce que quelqu'un chez Davison Marketing a découvert qu'elle avait eu une liaison avec un collègue marié d'une entreprise concurrente. C'est ce qu'on appelle une violation de la clause de moralité. Quelqu'un leur a dit. Quelqu'un avec une conscience, probablement. C'était toi. Je me suis adossé à ma chaise. David, penses-tu vraiment que j'ai besoin de travailler activement pour détruire ta vie? Tu as fait un travail si complet toi-même. Nous avons des difficultés, samedi. Les factures médicales du bébé. Le chômage de Rebecca. Ma clause de non-concurrence. Ta clause de non-concurrence qui t'empêche de travailler dans le marketing à Chicago. Tu es au courant de ça? Je suis au courant de beaucoup de choses. David s'est frotté le visage des 2 mains. Nous pourrions perdre la maison. La maison à Riverside. Celle que tu as achetée avec Rebecca alors que tu étais encore marié avec moi. Sam, s'il te plaît. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai fait des choix terribles, mais nous avons un enfant ensemble maintenant. Un bébé qui ne mérite pas de souffrir pour mes erreurs. J'ai pensé à ce bébé, innocent dans tout ça, qui grandirait en portant les conséquences des choix de ses parents. Que veux-tu de moi, David? Un travail. J'ai cligné des yeux. Je suis désolé? Murphy's Coffee se développe. Tu as besoin de gérants expérimentés. Je connais le marketing. Je connais les opérations commerciales. Tu veux que je te donne un travail? Je veux que tu me donnes une chance de subvenir aux besoins de ma famille. Je l'ai fixé. Cet homme qui m'a trompé, m'a quitté, s'est battu avec moi pour la garde de nos enfants, et qui était maintenant assis dans ma salle de conseil pour demander un emploi. David, laisse-moi m'assurer que je comprends bien. Tu veux que je t'embauche pour travailler pour l'entreprise dont j'ai hérité après que tu aies détruit notre mariage? Je veux une chance de me reconstruire, de prouver que je peux être meilleur. À qui? À moi, à Rebecca, à toi-même, à tout le monde. Je me suis dirigé vers la fenêtre qui donnait sur Central Park, où Tommy et Emma sortiraient bientôt de l'école, où ils étaient devenus des enfants confiants et heureux qui se souvenaient à peine du chaos que leur père avait créé à Chicago. David, sais-tu pourquoi Harold Murphy m'a laissé sa succession?
Parce qu'il avait pitié de toi. Parce qu'il a vu en moi quelque chose que même moi je ne voyais pas à l'époque. De la force, du caractère, la capacité de construire quelque chose de durable au lieu de simplement prendre ce qui appartenait à quelqu'un d'autre. Je me suis retourné pour lui faire face. Tu veux un travail? Voici mon offre. Tu peux travailler pour Murphy & Coffee. Poste de débutant, salaire minimum plus pourboire. Tu rendras compte à Maria Santos, qui a commencé comme barista et a gravi les échelons jusqu'à devenir directrice des opérations grâce à son talent et à son dévouement. Le visage de David est devenu pâle. Salaire minimum? Tu peux gravir les échelons comme tout le monde. Prouve ta valeur par tes actions au lieu de tes relations. Sam, j'ai une famille à nourrir. Tu avais une famille à nourrir quand tu as décidé d'avoir une liaison avec ma sœur. Tu as choisi de privilégier tes désirs personnels à la stabilité de ta famille. Je ne peux pas subvenir aux besoins de Rebecca et du bébé avec le salaire minimum. Alors je suggère que Rebecca trouve un autre travail, un qui n'a pas de clause de moralité. David s'est levé brusquement. C'est de la vengeance, n'est-ce pas? Tu apprécies ça. David, si je voulais me venger, je pourrais te détruire complètement. Je pourrais m'assurer que tu ne travailles plus jamais dans le marketing. Je pourrais acheter ta maison en saisie et la transformer en un Murphy & Coffee. Je pourrais te rendre la vie si difficile que tu me supplierais de te laisser travailler au salaire minimum. Je me suis dirigé vers la porte, la tenant ouverte pour lui. Mais je n'ai pas besoin de vengeance. J'ai quelque chose de mieux. Qu'est-ce que c'est? J'ai le succès. J'ai le respect de mes enfants. J'ai une vie que j'ai construite par mes propres choix au lieu de voler des morceaux de la vie de quelqu'un d'autre. David est passé à côté de moi en direction du hall, puis s'est arrêté. Sam, penses-tu que tu me pardonneras un jour? J'ai sérieusement réfléchi à la question. David, je t'ai pardonné il y a longtemps. Non pas parce que tu le méritais, mais parce que porter la colère me pesait. Mais le pardon ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas prétendre que tes choix n'ont pas eu de conséquences. Et Rebecca, lui pardonneras-tu un jour? Rebecca a fait son choix quand elle a choisi ton lit plutôt que ma confiance. Elle devra vivre avec ce choix. Et Tommy et Emma? Leur père leur manque. Tommy et Emma ont leur père. Tu les appelles chaque semaine. Tu les vois pendant les vacances. C'était aussi ton choix. David a hoché lentement la tête. Je suppose qu'on se verra. Peut-être. Chicago est une grande ville. Alors qu'il s'éloignait, j'ai réalisé que je ne ressentais rien en le voyant partir. Pas de colère, pas de satisfaction, pas de regret. Juste la confiance tranquille qui vient de savoir que l'on a construit quelque chose qui ne peut être enlevé. Mon téléphone a vibré avec un texto de Tommy. Maman, le club de théâtre d'Emma se produit ce soir. Tu peux venir? J'ai répondu, je ne manquerai ça pour rien au monde. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de l'aimer et de vous abonner, car parfois la vie a une façon de s'assurer que les personnes qui construisent leur bonheur sur la destruction des autres finissent par faire face aux conséquences de leur choix. Je pensais avoir tout perdu en découvrant la liaison de mon mari avec ma sœur. Au lieu de cela, j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux que tout ce qu'il m'avait pris. J'avais gagné le pouvoir de construire une vie selon mes propres termes, avec mes enfants, entouré d'un succès que j'avais mérité par mes propres choix.